Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des webinaires de Garoé qui se nomme Comment avance le monde, qui est dédié aujourd'hui à un thème qui est incontournable maintenant, qui est la cybersécurité. Alors pour rappel, nous avons décidé au sein du cabinet Garoé de mettre en place ces webinaires Comment avance le monde, pour mettre en lumière des acteurs engagés dans la société. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, au sein du cabinet Garoé, nous sommes un acteur engagé, engagé vis-à-vis de nos collaborateurs, vis-à-vis de nos clients, mais de tout notre écosystème. Parce que, on le dit, mais c'est aussi inscrit dans notre raison d'être de société à mission. Donc aujourd'hui, nous allons explorer une question qui peut paraître simple en apparence, mais qui est ô combien complexe en pratique, qui est comment éviter la faille et la faute en matière de cybersécurité. Nous vivons une époque où les attaques sont extrêmement fréquentes. Elles peuvent toucher tous les acteurs économiques, soit des petites entreprises ou des grandes entreprises, et quel que soit leur secteur d'activité. Et d'ailleurs, la phrase, moi, que j'entends régulièrement, c'est: la question n'est pas de savoir si nous allons être attaqués, mais quand. Et les conséquences peuvent être multiples à ces cyberattaques, puisque ça peut aller bien évidemment au-delà de la perte de données, mais il peut y avoir une atteinte à la réputation de l'entreprise, mais également une responsabilité financière et aussi tout simplement un arrêt de l'activité. Donc ce n'est pas une fatalité toutefois, et la vraie question est savoir, est-ce que nous sommes véritablement préparés? Est-ce que nous avons les bons réflexes? Est-ce que nous connaissons nos obligations? Et c'est de faire aussi la distinction entre la faille technique et la faute juridique. Pour décrypter tout cela, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Xavier Leonetti. Donc Xavier qui est magistrat. Donc, Xavier est également docteur en droit et chercheur associé au sein de l'Université Aix-Marseille. Et il est également l'auteur de 4 ouvrages, qui est le Petit RGPD, Smart Security à Cyberjustice, Cybersécurité mode d'emploi et Cyber Compliance. Voilà, moi je suis Marine Mont, je suis associée du cabinet Garoé et responsable du pôle social. Océane, mon associée, devait être là aujourd'hui, mais elle s'excuse, elle a eu un empêchement de dernière minute. Donc, je vais animer avec Xavier ce webinaire où on va aborder ensemble des cas concrets, des retours d'expérience terrain et des pistes d'action pour mieux protéger nos structures. Donc, Xavier, bienvenue. Merci. Et merci d'être ici aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous expliquer ce qui t'a conduit à t'intéresser à la cybersécurité? Parce que nous sommes connus sur les bancs de la fac de droit et c'est vrai que ce n'était pas du tout un sujet qui était abordé en cours. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Alors, tout d'abord, merci à Maître Monge pour son invitation, merci au cabinet Garoé. Et puis, pour répondre tout de suite à cette question, en effet, la cybersécurité n'était pas abordée dans les années 2000, et d'autant plus qu'il n'y avait pas Internet, ni de smartphone. Donc, on a connu un autre monde, mais je pense que beaucoup qui nous écoutent aussi ont connu ce monde-là. Comment je suis arrivé à la cybersécurité? Progressivement, parce que, comme tu l'as rappelé, je ne suis pas un technicien, je suis un juriste, comme vous, probablement, qui nous écoutez. Et j'ai progressivement, dans mes études en droit, étudié le rôle de l'État, alors sur un autre sujet, ce qui était mon sujet de thèse, et qui revient aujourd'hui dans l'actualité géopolitique, comment l'État peut participer et mener une guerre économique, donc comment le droit peut permettre, à travers les droits de douane notamment, permettre d'être plus concurrentiel. Et puis, j'ai pu voir au fur et à mesure de mes travaux, et puis j'ai exercé des responsabilités dans ce cadre-là, j'ai pu voir que de plus en plus de conflits économiques, d'espionnage, de perte de données se faisaient non plus en physique, en matériel, mais en virtuel. Et donc, j'ai progressivement, moi aussi, muté du 1.0 au 2.0 pour en arriver à la cyber. Et est-ce que tu as pu remarquer une évolution des affaires liées à la cybercriminalité ces dernières années? Alors, la cybercriminalité, finalement, on pourrait commencer par dire de quoi parle-t-on? La cybercriminalité n'est pas de la criminalité, c'est un langage commun, mais évidemment, il n'y a pas de crime cyber
quand bien même on puisse éventuellement retenir une bande organisée, on va avoir en fait une infraction cyber qui peut concourir à un crime. On pense au viol, on pense au meurtre ou autre. Il y a 3 grands types d'infractions cyber aujourd'hui qui peuvent vous intéresser, que ce soit à titre professionnel pour vos clients ou à titre personnel dans votre vie perso ou dans la vie du cabinet. Ces 3 catégories d'infractions sont les suivantes. La première, ce sont les piratages, alors qui n'ont pas cette qualification juridique, mais j'emploie le mot piratage pour bien que vous compreniez, c'est-à-dire que là, on est véritablement, à la différence d'une autre catégorie d'infraction qui va être l'escroquerie, par exemple. Le piratage, c'est la version virtuelle du cambriolage. On rentre chez vous sans votre autorisation, et cette qualification juridique se retrouve dans le code pénal au sens d'ASTAD, atteinte à un système de traitement automatisé de données. Un STAD, un système de traitement automatisé de données, c'est un ordinateur, une montre connectée, un téléphone. Donc une ASTAD, c'est une atteinte, une intrusion non consentie. Alors une intrusion consentie, c'est l'escroquerie, c'est-à-dire qu'on va fournir nos données. Et ce qui est intéressant, vous voyez, on a déjà 2 grands types d'infractions, le piratage, les ASTAD, et on vous dit parfois dans les discussions, je me suis fait pirater mon téléphone, et souvent les gens ont répondu à un mail, à un SMS, et là on est plus dans l'escroquerie, la fraude. Ce qui est intéressant, et je rebondis sur tes propos, c'est que nous sommes déjà tous confrontés à des infractions. Qui aujourd'hui peut dire, alors qu'il utilise Internet et un smartphone, peut dire qu'il n'a jamais reçu un SMS frauduleux, un mail frauduleux. Et c'est intéressant de le souligner parce qu'aujourd'hui, nous sommes 100% d'utilisateurs à être victimes de tentatives à minima. Et cette approche, elle est intéressante à souligner. Pourquoi ? Parce qu'on voit déjà la difficulté que va avoir le ministère de la Justice de pouvoir gérer toutes ces tentatives, parce que ce sont factuellement des infractions et on pourrait aller déposer plainte pour une tentative de cambriolage, vous allez sans doute déposer plainte. Tentative d'escroquerie sur le bon coin, probablement pas. Pourquoi ? Parce qu'on est face à une massification des attaques. Et dans cette massification des attaques, vous avez le tout venant et puis des infractions plus sévères qui sont plus techniques. Je vais y revenir dans quelques instants, qui sont les piratages, ces fameuses ASTAD. Pour votre information, ce sont les articles 323-1 à 323-4 du Code pénal. Et je vous citais 3 catégories d'infractions. Bien la dernière, après les nouvelles infractions, les ASTAD, après les infractions traditionnelles commises via un vecteur cyber, comme les escroqueries ou les fraudes, on a tout ce qui est atteinte à la réputation, contenu illicite, harcèlement, etc. D'accord. Et toi, ton rôle en tant que magistrat, et puis ensuite au ministère de la Justice, dans cette matière-là, quel était-il ? Alors, au ministère de la Justice, j'occupais la fonction de chef de la mission cybercriminalité au sein du ministère, c'est-à-dire que j'avais un rôle de coordination. Alors, le ministère de la Justice n'est pas organisé comme le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, vous avez véritablement une hiérarchie avec des ordres qui sont donnés à l'ensemble des entités territoriales. Comme vous le savez, et sans rentrer dans le débat sur l'indépendance du parquet, mais les tribunaux, les parquetiers sont quand même totalement autonomes dans leur poursuite. Et c'est plutôt eux qui nous faisaient remonter les faits. Donc, les juridictions locales, vous avez les tribunaux, mais également, surtout, les GIRS, il y en a 9 en France. Et au-delà de ça, un tribunal en particulier, qui est le tribunal de Paris, qui dispose d'une section spécialisée en matière cyber, qui s'appelle la section J3. Pourquoi J ? Parce que Junalco 3, Junalco 1, c'est la Crimorgue, 2, c'est l'Ecofi, et 3, c'est la cyber, qui a une compétence qu'on appelle concurrente nationale, qui est en mesure de se saisir de tous les faits sur le territoire national. Et donc, l'idée, c'est au niveau du ministère de la Justice, c'est de savoir ce qui se passe. Et à partir de là, d'élaborer à la fois des circulaires, des doctrines d'emploi, mais surtout de concevoir éventuellement des projets ou des propositions de loi pour éviter qu'il y ait un trou dans la raquette. Exemple, pour être tout à fait concret, en décembre 2023, la loi d'organisation et de programmation du ministère de l'Intérieur, c'est une loi intérieure à laquelle on a contribué, a créé le délit de mise en danger lié à une ASTAD qui aurait touché un hôpital. Donc en gros, un hôpital est victime d'un rançongiciel, l'hôpital ne peut plus fonctionner, les patients sont déplacés. Au cours du déplacement, du transport des patients, l'un d'entre eux
décède ou est victime d'un préjudice physique, eh bien, on peut avoir cette fois-ci le délit de mise en danger qui n'était pas applicable sans avoir un texte spécifique. Ça fait partie des trous dans la raquette dont je vous parlais, qui peuvent être parfois nombreux et qui peuvent surtout évoluer parce que nous sommes dans une matière qui évolue en fonction des innovations. Et puis, autre rôle fondamental du ministère de la Justice, c'est la coopération internationale, c'est-à-dire coopération avec évidemment les acteurs partenaires étrangers, majoritairement États-Unis, parce que majoritairement les plateformes sont américaines, les plateformes utilisées majoritairement sont américaines. Je mets deux côtés TikTok qui est chinoise, et puis collaboration avec les plateformes elles-mêmes. Nous avions beaucoup de réunions et ça peut faire partie des questions que vous avez, de se dire mais on a un contenu illicite sur Internet, on demande à le faire retirer, ce n'est pas fait, pourquoi, comment, est-ce qu'il vaut mieux choisir la voie pénale, la voie civile, etc. D'accord. Et quelles sont les attaques les plus fréquentes ? Alors les plus fréquentes, je mettrai à part les SMS, les mails qui vous demandent d'aller chercher un colis, de payer un colis ou de verser de l'argent à Brad Pitt parce qu'il est malade dans sa chambre d'hôpital, ce qui, soit dit en passant, est très intéressant dans la crédulité. C'est fondamental parce que, là je fais une petite parenthèse sociologique, c'est que notre rapport au numérique n'est pas du tout le même que le rapport que nous avons dans l'espace réel. Et on peut faire des analogies récurrentes entre le monde réel et le monde virtuel. Le monde réel, si quelqu'un se présente, alors je ne vais pas dire qui ressemble à Brad Pitt, mais quelqu'un se présente en se disant « Je suis la banque Société Générale, je vous demande vos codes parce que nous mettons à jour nos systèmes informatiques », dans la rue, vous n'allez pas répondre. Parce que dans la rue, vous êtes dans un environnement, domaine public, qui est parfois un peu agressif, donc vous êtes sur vos gardes. Alors que sur Internet, vous êtes chez vous êtes en sécurité, vous êtes surtout avec un compagnon de tous les jours qui est votre smartphone, et donc vous êtes dans une relation de confiance. Et on va parfois avoir tendance à répondre à cette relation de confiance en donnant des informations qui sont sensibles. Hormis ces cas-là, le principal risque pour vous comme pour vos clients, ce sont les rançongiciels. Les rançongiciels, ransomware en anglais, qu'est-ce que c'est ? C'est un phénomène qui était au départ un phénomène de niche, mais après qui s'est massifié lui aussi. Vous allez recevoir un mail avec une pièce jointe qui est vérolée. Vous allez ouvrir la pièce jointe. Imaginons, on vous dit le week-end prochain, il y a telle festivité, il y a telle rencontre sportive. Le mail paraît vrai, mais en fait, il y a un virus dans le mail que vous allez télécharger sans le vouloir. Le virus va infecter votre ordinateur et tous les ordinateurs qui sont en réseau avec vous. Donc, tous les ordinateurs du cabinet, si c'est un de vos clients de l'entreprise, de l'institution. Et vraiment, on est dans l'idée du virus, du Covid qui va se propager. À partir de là, l'assaillant va recevoir un message du virus qui va lui dire « Je suis installé, je suis prêt ». Il va déclencher l'attaque et cela va bloquer vos systèmes. Vous aurez un message qui apparaît, les systèmes sont bloqués, donc tous vos ordis sont bloqués. Et vous avez un compte à rebours qui vous dit, si vous ne payez pas avant tel délai, on ne débloque pas le système. Et puis, deuxième type d'extorsion, puisque c'est une qualification d'extorsion au niveau pénal, avec des qualifications d'ASTAD spécifiques. Deuxième extorsion, si vous ne nous payez pas, nous allons diffuser les informations, les données que nous avons pu collecter sur votre système. Parce que le virus ne fait pas que bloquer, il communique avec l'attaquant, il va dire « j'ai trouvé des dossiers qui peuvent être intéressants ». C'est arrivé à un cabinet d'avocats sur des dossiers emblématiques, donc c'était paru dans la presse, mais c'était un dossier, cabinet d'avocats partie civile du dossier Samuel Paty. Le dossier était dans la nature. Donc on a un problème, évidemment, de remise en état du réseau. Pour votre information, cette remise en état, si vous en entendez parler, ne soyez pas surpris, ça s'appelle la remédiation. Rien à voir avec une médiation, c'est la remédiation, c'est la remise en état. Et la deuxième problématique, c'est la conservation et la protection de vos données. Et là, on est dans une problématique RGPD. Parce que vous êtes juridiquement, et nous sommes juridiquement responsables du système de données dont nous avons la gestion. Donc, si je reprends l'exemple que je viens de prendre, si le dossier est dans la nature, on peut éventuellement engager la responsabilité de son gestionnaire qui n'a pas pris toutes les mesures pour éviter le dommage. Ça n'est pas fait par la CNIL, parce qu'on ne va pas attaquer la victime finalement, qui aurait mal sécurisé son système, mais il faut quand même l'avoir en tête.
Et donc, les ransomware, principale menace qui va, pour un cabinet d'avocats, ça va être contraignant, pour un hôpital, c'est revenir au papier, pour une entreprise, c'est que vous mettez à l'arrêt le système, sachant que les attaquants connaissent à peu près le chiffre d'affaires journalier de l'entreprise, et donc il est plus intéressant pour l'entreprise dans une logique business de payer. Vous dire aussi, comment on peut se prévenir, on va y venir par la suite, mais aujourd'hui, vous avez sur des sites internet des référencements de tous les objets connectés, ordinateurs actuellement connectés dans votre environnement. Et vous allez avoir l'adresse IP et également le type de logiciel qui est utilisé et si je prends Windows, est-ce que c'est un Windows 2000, 95, etc. Et vous allez avoir l'attaquant qui va lister finalement les failles. Et vous pouvez en temps réel voir par exemple une entreprise à côté de chez vous qui utilise un Windows 95. On va dire mais pourquoi ? Ils ne sont pas bons, ils ne sont pas à jour. Pas forcément. C'est que par exemple, vous pouvez avoir des clients, c'est une question intéressante à leur poser. Est-ce que vos machines-outils utilisent des versions dépassées de Windows ? Parce que si vous mettez une version à jour de Windows, la machine-outil ne marche plus. Et donc, vous voyez que vous allez de facto avoir une faille. C'est-à-dire que vous avez laissé une porte vitrée en donnant sur la rue, et donc la personne a suffi de casser la vitre et va rentrer. Donc, il faut le savoir. Mais ça fait partie des petites questions de prévention qu'on peut poser. Mais est-ce que ça veut dire que le facteur humain est plus souvent en cause que le facteur technique dans les attaques ? Très souvent, on considère que déjà avec une bonne politique interne de sensibilisation, vous allez écarter au moins la moitié des attaques. Si je refais l'analogie avec le cambriolage, vous n'allez pas laisser les clés sur votre porte. Si vous laissez les clés sur votre porte d'entrée, vous risquez d'être cambriolé. C'est un peu la même chose en matière cyber. La sensibilisation par rapport au ransomware, de ne pas ouvrir un mail que je ne connais pas, de sécuriser l'ensemble des mises à jour, des antivirus, etc., est importante. Aussi, se dire, et ça c'est une escroquerie qui se réalise de plus en plus, l'escroquerie au faux président, qui a à peu près 10 ans d'ancienneté, mais elle a été modifiée suite aux innovations. Je m'explique. Une escroquerie au faux président, je vais attaquer une entreprise, je sais que le directeur financier est en voyage parce que je regarde les réseaux sociaux, parce que j'ai vu que dans son staff, quelqu'un avait dit qu'il partait avec son chef en voyage d'affaires. J'attaque à ce moment-là, je me fais passer pour lui et je donne l'ordre au comptable de payer une facture. Alors, le niveau de la facture va varier en fonction de l'entreprise. Si j'attaque ce qui se passe parfois, une coopération agricole ou autre, ça sera moindre. Si j'attaque du CAC 40, je vais donner du million et ça passera inaperçu. À ce moment-là, il y a des systèmes de redondance pour vérifier que le donneur d'ordre est vraiment le donneur d'ordre. C'est-à-dire qu'on ne répond jamais à une sollicitation avec un RIB qui vous est transmis. Vous avez un mail avec un RIB, payez ce fournisseur, il faut... système de redondance, vérifier que c'est bien la personne. Une évolution, je vous disais la dernière, qui est quand même assez emblématique, c'est l'IA. L'IA qui a permis ce type d'action, mais version ultra moderne. C'est un directeur financier, le vrai, qui fait une réunion Zoom avec les co-directeurs et son patron. Et au cours de la réunion, il est décidé de payer un nouveau sous-traitant, un nouveau fournisseur, peu importe. Et le RIB est transmis par mail à l'issue. Et en fait, il est apparu que tous les gens dans la réunion Zoom étaient des avatars. Il n'y avait que le directeur financier qui était vrai et il s'est fait avoir. C'est-à-dire que les attaquants ont intercepté le code de réunion Zoom, ils ont mis des avatars qui correspondent à ces patrons. Et vous allez me dire, mais comment c'est possible de créer un avatar ? Il suffit d'avoir une vidéo de la personne. Donc, une vidéo de vous sur Internet. L'IA va refaire votre image, ça vous l'avez vu sur des photos ou autres. Mais elle va aussi, si elle vous a vu en vidéo, refaire votre voix et surtout la gestuelle. Et je prends mon exemple. Si demain, vous avez un Xavier Leonetti qui ne parle pas avec les mains, vous allez dire, tiens, c'est bizarre, il est malade, il y a un problème. Mais en fait, l'IA va refaire exactement, va imiter la manière de parler. Et donc, vous aurez l'impression d'avoir affaire à une vraie personne. Et alors, du coup, est-ce que ces attaques sont évitables ? Est-ce qu'il y a des signaux d'alerte dont on doit être particulièrement conscient et qu'il ne faut pas ignorer ? La première
première prévention, c'est la sensibilisation des gens dans un cabinet, de l'entreprise, de dire attention, voilà les types d'attaques, voilà comment vous pouvez être attaqué et quelles sont les mesures à prendre pour contrer ces attaques. Ça peut être des mesures techniques, on parlait des antivirus, ça peut être aussi des mesures de faire en sorte qu'on n'ouvre pas une pièce jointe d'un mail qu'on ne connaît pas, essayer de sécuriser le fait qu'on utilise nos outils informatiques à la fois pour le perso et le pro, donc avoir cette sensibilisation-là. Ensuite, ne pas hésiter avec les professionnels de l'informatique à mettre en place des systèmes de détection. Alors, moi, je ne suis pas expert, mais vous avez aujourd'hui sur le marché un marché de la cybersécurité numérique qui vous permet, par exemple, de mettre en place des sortes de petits drones numériques qui vont naviguer sur votre réseau et qui vont détecter des flux entrants et sortants qui ne sont pas normaux. Et ils vont vous alerter, en fait. Et donc, c'est ce qui est intéressant, si cela vous est posé, enfin pour vous ou pour vos clients, vous avez un marché par des entreprises françaises qui permettent cela et qui permettent de vous sécuriser en fonction des menaces dont vous faites l'objet. Et ces menaces-là, eh bien, elles vont varier dans le sens où si vous êtes une très grande entreprise, si vous êtes un acteur stratégique, que vous êtes ciblé par un État, là, ça sera très difficile de se protéger tout seul. Et évidemment, vous avez les services de l'État qui peuvent venir vous accompagner. Alors, vous avez l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, qui peut à la fois venir vous accompagner en amont et venir vous accompagner si vous êtes victime. Mais généralement, ce sont soit les acteurs étatiques, soit ce qu'on appelle les OIV, les opérateurs d'importance vitale, qui sont maintenant aussi les opérateurs, les OSE, dans la directive NIS 2, qui est intervenue, qui est rentrée en vigueur dernièrement. Vous avez aussi, de manière beaucoup plus locale, un acteur, alors l'ANSSI, ANSSI.fr, vous avez de la documentation qui peut vous être utile, mais un acteur plus local qui est une émanation de l'ANSSI, qui est cybermalveillance.gouv.fr. cybermalveillance.gouv.fr vous donne des tutoriels de sensibilisation, de protection, qui sont gratuits, que vous pouvez réutiliser, que ce soit en vidéo ou des plaquettes, il suffit de les prendre et après vous mettez vos logos, c'est fait pour, c'est l'État, tant mieux, profitez-en, enfin, c'est gratuit. Rien n'est gratuit en France, même les soins, c'est les impôts. Je dirais, utilisez-les à bon escient. Et puis, deuxième outil de cybermalveillance, c'est qu'ils peuvent vous proposer des audits avec des opérateurs qui sont habilités par cybermalveillance.gouv.fr, des opérateurs au plus près de chez vous. Et donc, au plus près de chez vous, vous pouvez trouver quelqu'un, un prestataire privé, qui va venir auditer votre système, voir si vous êtes victime, essayer de mettre en place cette fameuse remédiation. Donc, en fait, pour essayer de se prémunir, il y a des actions préventives à mettre en place. Donc, je comprends la formation et l'information déjà des salariés, des collaborateurs au sein même de l'entreprise. Alors, je sais que nous, par exemple, à notre niveau, au sein du cabinet, Océane, qui est responsable du pôle data, nous forme et nous informe régulièrement. Alors, c'est une formation assez basique, hein, c'est justement ne pas laisser les clés sur la porte, si je reprends ton exemple. Mais c'est vrai que c'est quand même très utile, parce qu'on n'a pas tous le même degré de connaissance en la matière, et ça, je pense qu'il faut l'avoir en tête. Il y a des questions aussi de génération, certainement. Donc, il y a cette information au sein de la structure même. Il y a possibilité de faire intervenir des tiers, mais du coup, avec quand même des précautions à prendre là aussi, puisque ce que je comprends, c'est que les tiers peuvent faire partie du système de cyberattaque, finalement. Oui. La difficulté, c'est de trouver le bon niveau, ce qui veut dire que en amont, ce que vous avez sans doute fait pour chez vous, vous dire de quoi je peux être victime. Je vis en appartement, en villa. Est-ce que évidemment, je suis en villa, il y a plus de points d'entrée, je n'ai pas une sécurisation par les hauts et par les bas. Cette question-là, posez-la vous au travers de votre activité. Est-ce que je dispose d'informations sensibles? Oui. La réponse est toujours oui. Les premières informations les plus sensibles, ce sont vos fichiers clients et vos fichiers salariés. Si demain, quelqu'un rentre dans votre système, vous les prend, vous avez un problème. Parce qu'il peut, et c'est une première à stade, je rentre dans le système sans votre accord, je vous les prends, j'en fais une copie, c'est une infraction. Je peux vous les prendre et les supprimer chez vous, vous ne les avez plus. Ou bien,
c'est encore plus pervers, je vais modifier les données de vos fichiers clients, modifier les RIB, modifier les adresses de vos clients, etc. Et vous dire, soit vous me payez, soit je vous dis pas quelles sont les modifications et vous allez avoir des problèmes. Ce qui pose aussi le problème de réputation, parce qu'il va falloir que vous informiez vos clients et c'est une obligation punible. Donc, se poser la question des informations sensibles dont je dispose et finalement de son patrimoine sensible. Ensuite, de se dire par où je peux me faire attaquer. Les ordinateurs. La sensibilisation, c'est par exemple, je reçois des mails. Tiens, j'ai vu Xavier Leonetti en webinaire. Je reçois un mail, Xavier Leonetti, quelque chose. Je vérifie le quelque chose. Le problème, c'est qu'on est pris par le temps et on ne vérifie pas. Si je devais citer, ça va vous faire rire que je le cite, mais c'est Carglass. Dire pourquoi je cite Carglass d'un coup? Parce qu'à la fin de leur pub, au-delà du slogan que beaucoup connaissent, ils disent quoi? Tapez bien carglass.fr. Si une entreprise est prête à payer une seconde de plus dans une publicité au prix de la seconde de publicité, c'est que c'est un coût pour elle. Pourquoi? Parce que les gens se connectent, font carglass. Quelque chose, payent leur pare-brise, qu'ils ne recevront jamais, puisque ce n'est pas le site. Et on peut faire la même chose avec nos identités, et donc usurper une identité et se faire passer. C'est vraiment un niveau technique assez simple. Emmanuel Macron @élysée.fr, vous pensez que c'est lui qui vous contacte, en fait, c'est pas lui. Et pourtant aussi, vous êtes en .fr. Mais voilà, toujours rester vigilant en se disant ce qui m'arrive par mon compagnon, que ce soit téléphone portable ou ordinateur, n'est pas forcément vrai. Et se poser la question à partir de ce moment-là, je disais de la redondance, c'est-à-dire du contrôle qui peut être fait. Tiens, j'ai reçu un mail d'un responsable qui me dit de faire ça, je l'appelle. Donc la redondance, c'est doubler en fait le moyen qui permettra d'éviter déjà les rançongiciels, qui est la principale menace pour les entreprises. Tout ce qui est escroquerie et fraude, on en revient au contrôle personnel, mais là c'est plus une attaque personnelle. Ne répondez pas, parce que ça a souvent l'odeur de la légitimité, mais ça ne l'est pas. Quant aux escroqueries dont on parle beaucoup, d'investissements, alors qui vont varier en fonction de l'actualité, dans l'or, les bitcoins, etc., je dirais que aujourd'hui, c'est l'appât du gain qui fait tomber les gens dans ce type d'escroquerie. Si on vous promet, ou si on promet à des clients un investissement avec une rentabilité à plus de 5%, ça n'existe pas. Donc, souvent, on vous dit attention, c'est à offre à durée limitée, c'est un peu comme la foire de Marseille. On va vous dire il faut acheter vite parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Ça, c'est un premier signal. Et deuxièmement, le taux de rentabilité. Aujourd'hui, si vous voulez faire fortune, ce n'est pas comme ça que vous le ferez. Et le risque, c'est de verser son argent, 30, 40, 50 000 euros, à des gens, et donc vous ne les retrouverez jamais, puisqu'ils vous promettent monts et merveilles, ce qui n'est pas le cas. Avec derrière, souvent, et là je reprends ma casquette d'ancien procureur, un risque, les gens s'y portent aussi parce qu'il y a souvent un désir d'optimisation fiscale, en disant ça avec euphémisme. Très bien. Donc la faille, on la comprend. Et la faute dans tout ça, est-ce que l'employeur, est-ce que la structure, l'entreprise peut être considérée comme fautive suite à une cyberattaque? Ça n'a pas été le cas pour l'instant, comme je le disais. Ça pourrait l'être, parce que l'entreprise, étant gestionnaire de fichiers au sens du RGPD, pourrait voir sa responsabilité engagée. L'entreprise va voir sa responsabilité engagée, mais là, on parle d'entreprise du numérique, si elles ne mettent pas en place toutes les normes de cybersécurité. C'est pour ça que j'emploie souvent le terme de compliance, c'est-à-dire que la compliance, vu loi Sapin 2 ou RSE, il faut maintenant la voir cyber, c'est-à-dire que la directive NIS 2 impose aux grandes structures d'avoir une architecture de cybersécurité, et si elles ne l'ont pas, elles encourent des sanctions. Donc on est véritablement dans cette logique de responsabiliser, toujours par le bâton, malheureusement. Autre cas de responsabilité, c'est la responsabilité individuelle. Là, qui sera moins celle de la personne morale, mais plutôt de la personne physique salariée. Un salarié, là, la jurisprudence est assez fournie. Un salarié qui a été licencié, qui conserve ses codes d'accès et qui les utilise, il commet une astade. Quand bien même il a été habilité à utiliser ces codes, il ne l'est plus, c'est une astade. Vous avez une jurisprudence assez, comme je vous disais, fournie, qui vous permet de retracer finalement
la responsabilité. Et j'en viens à la question qui était aussi posée. Comment retrace-t-on? Alors, on peut le faire par des investigations techniques relativement simples. Un cabinet peut faire appel à un prestataire qui va retracer des flux informatiques. Il y a évidemment les investigations judiciaires qui vont faire sensiblement la même chose avec des prérogatives parfois un peu plus importantes selon le type d'infraction. Ce qu'il faut retenir, on a parlé de sensibilisation, on a parlé de protection. Lors de la protection, toujours penser à la conservation des preuves. Si je devais faire encore une analogie avec le réel et le virtuel, on va avoir une attaque qui finalement est un peu comme un accident sur la voie publique. Les pompiers vont arriver pour secourir, donc ce sont les services techniques qui vont arriver pour remettre en fonctionnement le service informatique. Il ne faut pas oublier de conserver les preuves de l'attaque pour pouvoir éventuellement identifier les auteurs et récupérer l'argent, ce qui se passe assez régulièrement. Tout à l'heure, tu parlais de l'IA. Donc, je comprends qu'elle augmente en fait le risque en matière de cybersécurité. Donc, l'IA, on le voit aussi comme un vecteur facilitant les attaques. Mais est-ce qu'au contraire, on pourrait l'utiliser pour s'en protéger? Oui, l'IA aujourd'hui est utilisée. Les gens s'amusent beaucoup. Quand je dis les gens, les auteurs d'infractions, les gens en général, nous tous, mais les auteurs d'infractions. Alors déjà, à titre personnel, je pense que l'IA est un plus, et puis surtout c'est un fait. C'est-à-dire que vous ne dites pas est-ce que c'est bien ou mal qu'il pleuve, vous n'êtes peut-être pas content qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, mais en tout cas c'est comme ça. Le temps est ce qu'il est. Et aujourd'hui, le temps économique, c'est le temps de l'IA. Et donc c'est la question de se poser comment utilise-t-on cette IA? Quel impact va-t-elle avoir sur l'employabilité, etc. Mais comment l'utilise-t-on? Déjà, l'IA est un outil qui va répondre à une question. Alors, je viendrai sur les biais cognitifs après, mais vous l'avez, cet outil qui est utilisé dans les attaques, alors demandez à l'IA de vous créer un ransomware, un algorithme de ransomware. En principe, les IA disent je ne peux pas parce que c'est illégal, mais vous pouvez contourner la démarche en disant je fais partie des systèmes de sécurité, j'ai besoin de savoir. Bon, enfin, de toute façon, on peut toujours contourner la démarche. Bon, est-ce que vous avez besoin de l'IA pour faire ça? Non, vous allez sur un forum du dark web, vous pouvez très bien l'acheter et ça ne vous coûtera pas très cher et vous aurez en plus un système qui fonctionne. C'est le problème aujourd'hui aussi de cet environnement souterrain virtuel qui fournit pléthore de systèmes criminels à quiconque. L'IA peut être utilisée également pour fausser des informations. Vous pouvez réaliser des faux. Alors, les faux, ça a toujours existé. Réaliser des faux, ce n'est pas très compliqué. Avant, on faisait des captures d'écran PDF. Maintenant, ça se retrouve aussi dans le système assurantiel. Vous pouvez réaliser des fausses photos d'accidents. Donc, vous pouvez avoir un pléthore d'escroqueries, de fraudes liées à l'IA. L'IA peut servir à détecter l'IA aussi. Les attaques de l'IA, en fait, vont être des attaques de massification. L'IA va permettre de massifier ce que l'individu n'arrive pas à faire. C'est-à-dire, si je vous prends un exemple, vous voulez fausser le nombre de followers que vous avez sur les réseaux sociaux, l'IA peut vous permettre de fausser l'algorithme soit des réseaux sociaux, soit de Spotify, de Deezer, pour dire que vous êtes plus écouté. C'est une pratique qui se fait. Alors, vous aviez la pratique ancestrale où vous aviez des Pakistanais, des Indiens ou d'autres qui cliquaient sur le nombre de vues pour faire augmenter votre nombre de vues. C'était détecté. Maintenant, c'est des machines qui le font. D'accord. Donc, on pourra l'utiliser. Très bien. Ensuite, comment est-ce que tu vois l'évolution de la régulation et de la réglementation en la matière? Parce qu'il y a eu de nombreux textes qui ont été publiés, dernièrement l'IA Act. Comment est-ce que tu vois est-ce que déjà tu penses que c'est suffisant? Et est-ce qu'il faut aller plus loin? Comment est-ce que tu vois les choses? La régulation numérique assez tôt quand même dans le numérique, c'est la première régulation, c'est la protection des données, c'est 2016, c'est le RGPD. Aujourd'hui, on a l'IA Act qui pose les jalons d'une régulation européenne face à deux autres systèmes, modèles, la Chine, qui n'a aucune limite, et maintenant, déjà avant janvier dernier, sous Biden, mais encore plus maintenant sous Trump, un système américain qui est complètement dérégulé.
Aujourd'hui, les lois anticorruption américaines sont en train de tomber. Alors, que du côté américain, bien sûr. C'est-à-dire que si vous enfreignez la loi anticorruption américaine, vous êtes, vous, Français, Européens, passible de poursuite. Une entreprise américaine n'y est plus assujettie. C'est un peu la nouvelle donne du monde depuis janvier dernier. En matière numérique, l'IA est un formidable vecteur de développement économique. Et l'idée, c'est de trouver le juste milieu. Trop de régulation tue la compétitivité. Pas de régulation fait que, et on l'a vu avec les géants du web, que ce soit Meta, ex-Facebook, Google, etc., si vous ne régulez pas, ils se considèrent comme au-dessus, comme ils le disent eux-mêmes, ils se considéraient over the top. Nous ne sommes pas assujettis à vos lois, nous sommes over the top, on est au-dessus, nous. Si vous l'êtes. Et vous allez voir un texte qui va entrer en vigueur qui s'appelle e-evidence, qui est la preuve numérique, qui est la réponse de l'Europe au Cloud Act de 2017 de Trump, premier mandat, qui va beaucoup changer de choses aussi. Donc l'IA Act régule tout en laissant l'opportunité de développer de nouvelles solutions. Moi, je pense que demain, nous allons, alors quand je dis demain, c'est dans 10-15 ans, nos enfants et petits-enfants vont vivre dans un monde où l'IA elle est déjà partout, parce qu'aujourd'hui, on vous dit il y a de l'IA, mais l'IA, il y en avait déjà partout. L'IA, c'est simplement une machine qui prend des décisions en fonction de stimuli. Donc, ça a toujours existé. Mais l'IA générative, c'est ça dont on parle, sera partout. La question de se dire jusqu'où, si on prend le domaine de la sécurité, la question, c'est la biométrie, la reconnaissance faciale. Dans nos vies de tous les jours, on a de l'IA qui est partout. Et donc, c'est se dire jusqu'où va-t-on aller ? Tiens, je déverrouille mon téléphone avec la rocofaciale. Demain, on n'aura même plus de rocofaciale. Le téléphone va se déverrouiller tout seul en fonction de stimuli autres. On va vers toujours plus de simplicité, mais se pose la question qu'on posait tout à l'heure de la stratégie, c'est-à-dire où vont mes données ? Qui détient mes données ? Est-ce que ce sont des entreprises françaises, américaines, chinoises, autres ? Qu'est-ce qu'ils peuvent en faire ? Parce que si vous êtes sur des marchés concurrentiels à titre de cabinet, une entreprise, et que vous affrontez une entreprise chinoise ou américaine, il n'y a aucun doute que les données utiles seront utilisées contre vous. Donc, se poser la question, de qu'est-ce que je fais de mes données et qu'est-ce que j'utilise aussi dans le sens de la simplicité. Les Américains appellent ça, nous appellent les utilisateurs, pas les Européens, les utilisateurs de manière générale, des fruits facilement accessibles, des low hanging fruit. Parce qu'il suffit qu'on nous propose quelque chose de pratique, on va tous cocher la croix, est-ce que vous acceptez les conditions d'utilisation ? Et c'est un des problèmes. C'est un des problèmes. Vous utilisez une box chez vous pour commander l'éclairage, la box vous écoute toujours. De fait, c'est ce que Google nous dit. Il nous dit, nous, on ne vous écoute pas, on vous entend. Bon, alors, on joue sur les mots, mais ce qui marche aussi avec mon téléphone, les écrans télé, l'ordinateur, tout est couplé maintenant avec un micro, donc il y a une écoute permanente possible. Donc un risque. Très bien, ça fait un petit peu peur tout ça. Et dans tout ça, on parle souvent de cyberjustice. Qu'est-ce que c'est ? Alors, ça a été je ne vais pas dire un fantasme, mais un peu, puisque on cite souvent en la matière cyberjustice, cyberpolice, la prédiction du crime, l'automatisation de la sanction, une sorte de Minority Report version XXL. Posons les choses. Tout d'abord, en France, et ça a une valeur constitutionnelle, aucune décision de justice ne peut être prise de manière automatisée. Alors, je mettrai quand même un bémol, parce que la décision de justice, on voit la décision devant un tribunal. Mais sur les contentieux de masse, il y a quand même des décisions qui sont prises de manière automatisée. C'est le contentieux routier. C'est le seul. Il était tellement massif, il fallait l'automatiser. Et donc, vous franchissez la limite de 50 km/h, vous avez une constatation, une décision de justice qui intervient immédiatement avec une mise en paiement et une exécution. Et ce n'est que le contentieux d'opposition qui est réservé à un face-à-face avec un être humain. C'est intéressant à noter, mais il y a quand même ce vecteur-là. Je ne dis pas que le reste des décisions ne peuvent pas être prises par une machine. Par contre, la machine va être utile. Elle va être utile pourquoi ? Alors, à mon sens, c'est des expérimentations, parce qu'il y a eu le big data de la justice. C'est d'une part rendre public l'ensemble des décisions judiciaires, mais ça ouvre la voie à l'automatisation.
C'est-à-dire que quand on a accès à toutes les décisions de justice, la machine va faire ce que l'avocat faisait de manière empirique. C'est-à-dire, il dit, on va attendre tel jour pour une comparution immédiate pour déposer une demande de conciliation de divorce, parce que le juge, c'est pas le même. Et je sais que tel juge est plus favorable sur tel dossier ou autre. L'IA va le faire, en fait, en disant, sur l'ensemble des décisions prises au niveau national, voilà les décisions plus favorables, moins favorables en fonction de votre contentieux. C'est ce que font déjà certains cabinets d'avocats en termes de préanalyse. On peut le voir du côté judiciaire comme une préanalyse, je pense, qui est déjà utile sur les dossiers les plus complexes, au niveau pénal notamment. Mais aussi, on peut l'imaginer au niveau civil sur des responsabilités, des mises en cause, détecter. Si je prends le niveau pénal, je pense évidemment à l'affaire du petit Émile, mais toutes ces affaires qui sont pénalement extrêmement lourdes, émotionnellement, mais surtout lourdes en termes d'éléments probatoires, l'IA va faire ce qu'un esprit humain ne peut pas faire, des liens entre les milliers de pages d'audition, de perquisition, de constatation. L'IA va aussi vous proposer des solutions. Et là, je reviens au biais cognitif que j'ai évoqué avec l'IA. L'IA n'est qu'une machine, et une machine qui fait ce qu'on lui a appris à faire. Je m'explique. Faites le test, vous prenez ChatGPT, vous prenez le chinois, ah, ça y est, j'ai oublié le nom. Bon, bref, le ChatGPT chinois, j'ai plus le nom. Vous posez une seule question, la même. Est-ce que Taïwan est un État? Vous verrez, vous aurez deux réponses. Évidemment. Est-ce que c'est problématique? Non. Non. Vous achetez le Figaro, vous achetez Libération, vous lisez le même événement, vous aurez deux points de vue, et vous le savez. L'IA, je vous disais aussi, vous fournit ce que vous lui avez appris à faire. Vous avez les chatbots, c'est-à-dire les petits robots qui sont utilisés sur SNCF, sur tout maintenant, pour vous poser des questions, si vous avez, enfin, plutôt répondre à vos questions si vous en avez. Quelle est votre question? Comment je peux vous aider? Ces chatbots, ils sont entraînés, et l'IA s'entraîne sur des réponses. Et des entreprises américaines, au début des chatbots, ont fait l'erreur d'entraîner leurs chatbots en les nourrissant des échanges entre internautes, mais des échanges sur Twitter. Et au bout de 3 échanges, le chatbot insultait les gens. Parce qu'on lui a appris à insulter les gens, parce que sa base de départ, sa base d'analyse, c'était des gens qui s'insultent assez rapidement. Donc, il y a toujours un biais cognitif dans l'IA. Et l'IA, il faut l'utiliser, je pense, et se dire, voilà, c'est comme un outil, hein. C'est un outil, c'est-à-dire que c'est comme un outil pratique. Vous voulez faire la cuisine, vous allez prendre une cuillère ou une fourchette, chacun a une utilité. L'IA ne peut pas tout faire et ne résoudra pas tout. Très bien. En tout cas, c'est très intéressant. Tout ça, maintenant, on va voir un petit peu les questions qui ont pu être posées. Alors, nous sommes un cabinet d'avocats de taille moyenne. Quels seraient, selon vous, les premiers gestes à mettre en place si on souhaite démarrer une politique de cybersécurité? Alors, comme je vous le disais, c'est avant de prévenir, c'est de se dire quelle est mon activité, où sont mes données sensibles. Par exemple, votre cabinet a un système de stockage de vos données. Est-ce qu'il y a un deuxième système de stockage? C'est-à-dire que si quelqu'un vous attaque et qu'il va chiffrer l'ensemble de vos données, est-ce que vous avez un deuxième système qui peut reprendre la suite? Et une autre question, c'est de se dire, votre conservation des données, quand vous mettez, votre système va enregistrer l'ensemble de vos data, de vos informations, il le fait toutes les heures, toutes les 3 heures, toutes les 6 heures, c'est vous qui le paramétrez. Alors le boulanger du coin, toutes les 10 heures, ça suffit, même toutes les 24 heures. Vous, peut-être pas. Est-ce qu'il faut un enregistrement toutes les heures, etc. Vous dire combien de temps je peux perdre. C'est-à-dire, si je me fais attaquer, que je perds tout, et que je dois tout réinitialiser à partir de la dernière sauvegarde, est-ce que ma dernière sauvegarde doit être d'1 heure, de 3 heures, de 6 heures? Est-ce que 3 heures, c'est trop? C'est déjà des questions, vous voyez? Et ensuite, avec des professionnels, vous allez pouvoir paramétrer ces facteurs-là, mais toujours avoir une deuxième solution, une deuxième clé USB si je devais rester dans le virtuel, dans le réel, pardon. Et puis, n'hésitez pas à mettre en place des systèmes de sensibilisation, des procédures de sensibilisation récurrentes auprès de vos collaborateurs, salariés, de vos clients. Vérifier, chose bête, mais les clés USB,
voyez, dire aux gens, ne connectez pas les clés USB sur l'ordinateur. Donc, comment je fais? On me fournit une clé USB, qu'est-ce que j'en fais? Vous avez ce qu'on peut trouver dans le commerce, des stations blanches qui vont vérifier que votre clé n'est pas vérolée. Vous la faites passer, donc vous la connectez sur un appareil qui s'appelle une station blanche, qui va vous dire, c'est bon, vous pouvez le connecter sur votre ordinateur. De la même manière, méfiez-vous des Wi-Fi. Le Wi-Fi gratuit, le Wi-Fi, je prenais SNCF, mais j'ai rien contre eux, hein, mais je vous prends un exemple très concret, le Wi-Fi du Starbucks Opéra à Paris, eh bien en fait, il y avait 2 Wi-Fi. Vous avez Wi-Fi Starbucks, etc., etc. C'était quelqu'un qui avait créé un faux Wi-Fi, vous vous connectiez sur son Wi-Fi via son réseau, et en fait, il captait vos données. Donc, attention à vos utilisations, ne vous branchez jamais dans les aéroports avec les câbles, faites attention au QR code, enfin, tout ce que vous entendez, faut le faire avec le risque de se dire ça me prend un peu plus de temps. Et puis, sensibiliser vos collaborateurs, se poser aussi des questions bêtes, mais vous avez dans votre cabinet un photocopieur, nécessairement. Ce photocopieur est en réseau, puisque chacun envoie les photocopies et à son tour, et un disque dur. Et donc, quand le service d'entretien vient gérer le photocopieur, il peut repartir avec le disque dur, donc avec toutes vos données. Voilà. Très bien. Le message est précis. Il y a d'autres questions sur le chat. Existe-t-il un fonds d'indemnisation des victimes? Alors, cyber, non. Il y a un fonds d'indemnisation des victimes qui va exister selon les fonds d'indemnisation que vous connaissez déjà. Aujourd'hui, c'est une question qui se pose à travers un thème qui le chapeaute finalement, c'est la cyberassurance. C'est de se dire, est-ce qu'on peut s'assurer pour le risque cyber? Le monde de l'assurance et la Fédération française des assureurs se posent la question depuis longtemps. Le marché évoluant, la réponse évolue aussi. Il y a 3 ans, le marché n'était pas prêt. Et puis se pose la question aussi du contrat. C'est-à-dire, aujourd'hui, je subis une attaque cyber qui fait que mon ordinateur ne fonctionne pas. Est-ce que je suis couvert déjà par ce qu'on appelle des clauses silencieuses dans votre contrat d'assurance? La réponse est oui. Vous avez certains contrats qui vont couvrir ce risque-là de manière indirecte. Votre ordinateur ne marche plus, c'est peut-être votre contrat d'habitation qui va le prendre. Au niveau pro, évidemment, tout va dépendre de ce système d'assurance, du risque encouru. Est-ce que vous vous assurez ou pas? De plus en plus d'assureurs s'y portent et vous avez des offres qui vont varier, mais qui vont, un peu comme l'assurance de votre véhicule, nécessiter que si vous voulez être assuré tout risque, il faut avoir un système d'alarme, il faut avoir des systèmes de protection, et donc il faudra rentrer dans un système de cybersécurisation de votre espace en faisant appel à notamment des prestataires, au-delà de la sensibilisation que j'évoquais. Très bien. Alors, une autre question, est-ce que les déstabilisations russes utilisent aussi les plateformes US ou bien leurs propres outils? Tout. Alors ça c'est un sujet je fais le lien déstabilisation, e-réputation. Je ne l'ai quasiment pas abordé. C'est un sujet majeur parce que finalement, et c'est ce qu'ont compris pour le coup les mafieux depuis bien longtemps. Vous vous souvenez sans doute de l'assassinat du juge Falcone. Aujourd'hui, ils assassinent moins les juges. Qu'est-ce qu'ils font? Ils les déstabilisent par des campagnes de désinformation. Et aujourd'hui, on voit bien que si on veut déstabiliser quelqu'un, on le fait par de la communication. Le risque sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, c'est de se faire déstabiliser. Alors, on a des déstabilisations qui peuvent se faire. Je pense aujourd'hui, la déstabilisation peut se faire à tout niveau. Vous avez une élection au barreau, il peut y avoir des fausses informations qui circulent, créer des faux documents qui vont faire des fausses images ou autres qui vont faire que vous déstabilisez votre concurrent. Ça s'est fait lors d'élections. Évidemment, certains pays en sont friands. L'idée, c'est de pouvoir les détecter et toujours se dire, si je dois être victime d'une telle déstabilisation, comment je réagis? Comment je la détecte? Comment je réagis? Quelle est ma campagne de communication vis-à-vis de mes clients? Voilà, toujours préparer un système de gestion de crise. Je suis victime d'une cyberattaque, je suis victime de déstabilisation. Qu'est-ce qu'on fait? Qui s'occupe de quoi? Anticiper cela. Parce que, au-delà de vous, mais aussi vos clients, un des réflexes des entreprises lorsqu'elles sont victimes de déstabilisation, d'attaque, elles vont souvent appeler leur avocat. Parce qu'ils se disent, derrière, il y a du droit, je passe par l'avocat. Il y a le banquier, s'il y a un flux d'argent.
Et les services de l'État, ça va se faire souvent après. Là, je parle surtout des PME, PMI, même ETI. Sur les grands groupes, ils ont des contacts parce qu'ils ont des directions sûreté qui sont souvent gérées par des anciens des services, donc les contacts sont très fréquents. Mais soyez aussi dans cette logique de se dire, on va préparer la crise, parce que c'est ce que tu disais en introduction, c'est pas est-ce que, c'est quand la crise interviendra. Autre question, est-ce que l'usage d'outils IA par les avocats pose un risque cyber spécifique ? Alors, oui et non. Le premier risque, ce que font beaucoup de cabinets, c'est qu'ils disent, tiens, rédige-moi mes conclusions. D'accord. Vous dites à ChatGPT, rédige-moi mes conclusions. Très bien. Donc, vous allez lui fournir l'ensemble des documents. Alors, si vous faites ça, je vais être volontairement provocateur. Ne me parlez plus de secrets. Ne me parlez plus de secrets professionnels. Parce que là, vous donnez à ChatGPT, c'est-à-dire aux autorités américaines, votre dossier. Et vous lui dites, faites-moi la synthèse. Alors, c'est les low hanging fruit. On est des fruits accessiblement faciles. Parce qu'on veut s'éviter un travail, on donne tout. Donc, le danger, c'est ça. Si vous posez une question particulière, limitée, pourquoi pas. Si vous donnez tout le dossier, tout votre dossier est dans la nature. Donc, il n'y a plus de secret. Et quel que soit le chat GPT qu'on utilise, parce qu'il y a le chat GPT gratuit, on va dire, et il y a celui qui est payant, et il n'y a pas plus de... Tout est conservé, tout est... D'accord. Pour vous donner un ordre d'idée, ce que nous disait Google, l'ensemble des recherches que vous effectuez via Google sont archivées. Alors, pas vous, Xavier Leonetti ou Marie-Mange, c'est votre adresse IP. C'est-à-dire qu'ils savent tout. Donc, alors, est-ce qu'ils l'utilisent ou pas ? Ça peut varier. Ça peut varier. Mais il ne faut pas être naïf sur ces questions. D'accord. Et alors, ensuite, autre question, est-ce que la CNIL peut sanctionner un cabinet pour un défaut de sécurisation des données clients, même s'il n'y a pas eu de fuite ? Oui. Alors, là, je n'aurai pas d'exemple en tête, mais en tout cas, juridiquement, oui. Un exemple concret qui est un délit CNIL, vous laissez alors là, c'est vraiment du cas d'école, mais vous laissez sur un post-it votre code d'accès pour allumer votre ordinateur, c'est une infraction. Si la CNIL fait un contrôle, c'est une infraction. Voilà, là, vraiment, c'est le basique. Mais oui, techniquement, comme je vous le disais, c'est possible. Est-ce que ça fait ? Généralement, la CNIL va vous faire des recommandations, vous dire attention, là, ça ne va pas, mettez-vous aux normes. Mais vous sanctionnez direct, pas forcément. Les grosses sanctions, et vous pouvez les consulter sur le site de la CNIL, elles vont porter véritablement sur des atteintes importantes vis-à-vis des droits des internautes. Là, il y a un risque qui est posé, et puis par rapport à votre structure, le risque d'atteinte est moindre parce que, évidemment, vous n'êtes pas Meta, vous n'êtes pas Facebook, vous n'êtes pas Google, donc vous n'aurez pas des millions et des millions de data. Mais oui, juridiquement, c'est possible. Très bien. Bon, on arrive à la fin des questions. Est-ce que tu veux dire le mot de la fin, en fait ? Renouveler mes remerciements. Très bien. Vous dire que n'hésitez pas, si vous avez besoin, via le cabinet, de poser des questions ou d'entrer en relation avec des gens ou des services plus compétents. Et surtout, je ne l'ai pas dit aussi clairement que ce que je vais le dire, n'hésitez pas, s'il y a un problème, à déposer plainte. Autant, on pourrait dire peut-être que ça ne marchera pas, mais ça marche. Sachez que la France dispose de services de police et de gendarmerie et de magistrats spécialisés, notamment à Paris, qui sont extrêmement performants. Et quand je dis extrêmement, c'est que ça n'arrive pas souvent que quand le FBI et plus généralement les autorités américaines disent ça, on n'aurait pas réussi à le faire, c'est rare. Je le dis jamais, mais quand ils le disent, c'est que vraiment on est bon. Donc n'hésitez pas, on peut remonter le fil des investigations, ça prend du temps, mais retrouver les rançons, aller les chercher en crypto-monnaie qui auraient été payées dans un rançongiciel. On peut, souvenez-vous, le dirigeant de Snapchat, on peut arriver à faire changer les choses. Je crois que vous avez dû le voir ou le lire, que le dirigeant de Snapchat avait été placé en garde à vue sur décision du parquet de Paris. Ça a été central comme mesure, parce que jusqu'à présent, il ne collaborait pas avec les autorités françaises. Et depuis lors,
eh bien, ils en collaborent totalement et on a accès à des pédocriminels qui se cachaient derrière Snapchat. N'y voyez pas, parce que souvent je l'ai entendu, il n'y a aucune décision politique derrière ça. Et je crois que ça sera le dernier mot de la fin dans le monde dans lequel on vit. Il peut y avoir des tensions parfois vis-à-vis de la magistrature, vis-à-vis de se dire mais ce corps, cette vision des choses. Il peut y avoir des critiques qui sont formulées, qui sont souvent légitimes, mais dites-vous bien, c'est le dernier rempart. Et regardez autour de vous dans les pays en Europe ou à l'étranger, c'est le dernier rempart. Si celui-là tombe, vous n'avez plus aucun recours. Et je prends l'exemple de Snapchat. C'est une décision de ma collègue du parquet de Paris qui était seule face l'Élysée, Matignon, etc. Poutine qui disait mais qu'est-ce que vous faites à mon ami, Elon Musk, pareil, qui disait free Pavlov sur son réseau X. Et grâce à elle, on a réussi à sauver des gamins. Je vous parlais de pédophilie, c'est les enquêteurs qui l'ont appelé, qui l'ont dit merci. Voilà. Et derrière, c'est des gamins sauvés. Donc, parfois, il n'y a pas de politique derrière, c'est tout simplement le service public. Encore heureux que ça existe encore. Voilà le mot de la fin. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et merci beaucoup pour ton intervention. Merci à vous. Au revoir.